La dernière fois, nous avions déterminé que les Français avaient quand même bon goût en matière de choix de lecture. Est-ce toujours le cas? C'est ce que nous allons voir. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans cette vidéo qui constitue la deuxième partie de la vidéo « Les Français ont-ils bon goût ?» Si vous voulez voir la première vidéo où je lisais les favoris 2023 de 5 Booktubers français, je vais mettre la vidéo ici. Et ici, je vais placer la vidéo où je vous explique le concept et où je vous montre la série de booktubers que j'avais sélectionné. En fait, non, je ne le mettrai pas ici parce qu'on ne peut pas mettre un « i » là. Le « i » va être là, mais après. Le concept était donc fort simple. Je me suis tapé des vidéos et des vidéos de favoris 2023 et j'ai choisi des gens qui avaient des goûts communs avec moi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait de leurs favoris que j'avais aimés aussi. En ce qui concerne les francophones européens, j'ai lu un roman de chacun de ceux que j'avais sélectionnés. Ils seront pas tous ici parce qu'il y en a que je vais mettre dans mon bilan lecture, là, c'était trop long sinon. Mais dans ce vlog-là, il va y avoir 5 lectures, 5 romans, 5 booktubers. Donc, on y va. Dans la liste de Tiboukin, ce qui m'intéressait, c'était Du thé pour les fantômes, L'allée du roi de François Chandernagor, je crois. Comme je sais pas le nom de l'auteur, vous devinez que c'est pas celui-là que j'ai lu. Ainsi qu'une bande dessinée qui était Le port des marins perdus. Donc, je vous laisse avec Tiboukin et voilà quelques mots qui ont su me convaincre de choisir le livre que j'ai choisi. En numéro 10, Du thé pour les fantômes. C'est pas que c'est dur à lire en termes de plumes, mais c'est que c'est dur à lire en termes d'intensité. Et puis même en termes de plumes, en vrai, c'est assez particulier. C'est un livre qui est très étrange et en même temps qui du coup est très génial. Ça parle de plein d'émotions hyper intimes. Ça arrive à toucher au cœur de ce qu'est un personnage et de ce qu'est un être humain également, au fond de ses névroses. Pourquoi en tant qu'adulte, des fois, on développe certains traits de caractère, pourquoi on devient comme ci ou comme ça. À quel point le traumatisme de notre enfance peut nous conditionner dans l'adulte qu'on est. Je viens de commencer Du thé pour les fantômes et là, il faut que je m'en aille à Ottawa puis il neige. Il n'y a pas neigé de l'hiver puis là, il neige. La loi de Murphy, on dirait. Bref, Du thé pour les fantômes. Je vous dis pas c'est le choix de qui parce qu'il y a 2 personnes qui l'ont nommé dans leurs favoris puis j'ai pas décidé dans le cadre des favoris de qui je lirais dépendant de ce que je vais lire d'autres. Oui, je triche envers moi-même, tu sais. Oui, je sais. Quand j'ai ouvert ce roman-là, je pensais que c'était un roman jeune adulte, très très banal, mais pas tant. Oui, les thèmes sont assez jeune adulte. C'est l'histoire de 2 sœurs avec leur mère qui ne les aimait pas également parce qu'ils ont des dons, ces 2 jeunes filles-là, mais leurs dons sont pas aussi agréables l'une que l'autre, disons. Le narrateur, dans ce roman-là, va nous raconter l'histoire de Félicité et Agonie, qui étaient les 2 filles de Carmine, qui habitaient dans un petit village très très loin où ils pousseraient des thés fabuleux. Félicité, elle a le pouvoir de voir les fantômes et de leur donner du thé, t'sais. C'est super cool. Moi, si j'étais un fantôme, là, je reviendrais boire du thé, c'est clair. Et en plus de ça, Félicité, c'est la petite fille parfaite, celle qui fait ce qu'il faut, celle que sa mère aime, qui est très droite. Genre, c'est la bonne fille. Agonie, elle, moins. Agonie, même à sa naissance, ça l'a été difficile. Quand elle parle, il y a des papillons qui sortent de sa bouche qui font faner tout ce sur quoi il se pose. Si sa salive touche quelque part, il y a des fleurs étranges et assez diaboliques, en fait, qui poussent. Donc, Agonie, sa mère, elle aime pas tant. Elle a une muselière, elle est loin. Bref, quoi qu'Agonie fasse, ça ne fait jamais. On sait que les 2 sœurs ne se sont pas parlé depuis 30 ans, mais quand leur mère va décéder, ben, elles vont se revoir. Et là, je suis rendue là. Elles viennent de se revoir. Ça va pas tant bien que ça, en fait. Agonie en veut un peu à sa sœur. Et disons qu'elle lui fait quelques coups un peu plates. Mais on comprend pourquoi, là. Si je résume, on est dans une atmosphère très, très conte de fées. Vraiment conte de fées moderne, avec du thé, avec des côtés très, très cosy, un petit village, des trucs qui sont complètement impossible, un peu de réalisme magique. Non, peut-être plus fantastique. En tout cas, je sais pas, c'est un peu entre les deux. Merveilleux, en tout cas. Il faudrait que j'aie un cours un jour là-dessus, qu'est-ce qui est quoi. Mais si on résume, là, il se passe des trucs bizarres. Moi, l'atmosphère me plaît énormément et surtout, c'est poétique, il y a des envolées lyriques, il y a des images qui sont super belles. J'aime ça, ce type d'écriture-là, ça fait que je rentre dans l'histoire, ça fait que je vois les paysages, j'ai l'impression d'y être. Et à date, ben, ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Je reviens là-dessus plus tard, genre probablement la semaine prochaine. Je profite du fait que je viens de tourner une vidéo bien installée devant mon feu de foyer pour vous faire mon dernier update sur Du thé pour les fantômes. Bon, bien installé plus ou moins, là, ça fait 1 heure que je suis assise par terre, je me sens plus les jambes, fait qu'il a fallu que je change de position.
Mais comme je vais aller reporter le roman à la bibliothèque demain, ben, je vais vous faire mon petit bilan ce soir. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé ça. D'abord, pour la plume, c'est poétique. Il y a des petits bouts de poèmes imbriqués des fois. On est à Nice et dans l'arrière-pays de Nice, il y a des vallées qui sont mystérieuses. On se balade entre les contes et la réalité. Il y a des villages qui sont avalés par des montagnes, des fleurs carnivores. Il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Et moi, ce genre d'univers-là, ça me parle. Je pense que vous le savez. Comme je vous disais dans le premier clip, on a deux sœurs. On a Félicité qui est passeuse de fantômes avec des fantasmagorique, qu'elle cueille à des endroits très très particuliers. Elle a une mentor qui s'appelle Marine. C'est hyper intéressant de voir la relation entre les deux sœurs. Ça parle de sororité, ça parle de relation qui a été brisée par les circonstances, mais un peu par les sœurs aussi. Elles sont responsables toutes les deux. Quand Agonie, l'autre sœur, elle revient, oh mon Dieu, il en fait voir de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Par contre, on réalise assez rapidement que derrière cette histoire-là, derrière toute cette colère-là, il y a des raisons, c'est que leur enfance, elle n'a pas été simple, surtout l'enfance d'Agonie, parce que la maman, elle les traitait pas du tout de la même façon, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, on veut pas, ça a modifié la façon dont la jeune fille, elle se percevait, et ça a également influencé la relation entre les deux jumelles. Bref, elles vont devoir faire équipe, elles vont retourner dans le passé pour essayer de comprendre qui était leur mère, où elle est, parce que là, elle est morte en parlant, donc elle a un fantôme à quelque part, mais elle la trouve pas. Et pour la retrouver, ils vont essayer de retracer son histoire et ils vont découvrir des drôles de choses. Donc on est dans les secrets de famille, c'est extrêmement violent par moments, puis pas violent avec des coups, là, mais c'est terrible ce que certaines personnes vivent là-dedans. Et veut pas, avec l'écriture de ce roman-là, c'est tout doux, et là, tout d'un coup, on voit toutes ces choses-là, toute cette violence-là qui se passe. On dit, mon Dieu, mais ça contraste tellement et ça fait un effet. Ok, il y a quelques trucs qui sont faciles. Par exemple, Agonie, elle se rappelle des trucs à des moments très, très opportuns. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est beau, parce que c'est une histoire de sœur, que c'est une histoire de temps qui passe, c'est une histoire de rédemption. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça et oui, je le recommande. Des adultes, oui, mais des grands ados aussi. Je pense que des grands ados bons lecteurs pourraient aimer ça également. Dirigeons-nous maintenant chez Paper Palace. Dans ses favoris, j'étais tentée par De toutes les nuits les amants, Le jardin de Ah Young-pyun. C'est terrible quand j'ai prononcé des noms. The Hearing Trumpet de Leonora Carrington et peut-être aussi Zephyr Alabama. Je vous laisse avec les mots de Paper Palace et ensuite avec mon vlog lecture. The Hearing Trumpet de Leonora Carrington. C'est drôle, c'est satirique, c'est anarchiste, ça parle d'agisme. C'est quand même l'histoire de grand-mères rebelles qui ne se laissent pas dicter leur conduite et qui vivent leur vie comme elles l'entendent. C'est barré et engagé, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est surréaliste, donc on a forcément une petite pointe de réalisme magique. Bref, énorme coup de cœur pour ce petit joyau bien trop méconnu. Je viens donc de commencer The Hearing Trumpet de Leonora Carrington. Écoutez, je pensais que ça serait complètement inaccessible vu que l'autrice, ben moi je la connaissais comme étant une peintre surréaliste. J'ai dit, ok, on va partir dans le complètement barré. Et à date, c'est un peu barré, mais c'est surtout très drôle avec une plume que j'associerais à celle de mes romans vintage que j'aime tant. On a donc l'histoire de Marianne. Marianne a 92 ans, elle est complètement sourde, elle est prise pour habiter avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils. Eux autres, ils pensent qu'elle est sénile, ils sont détestables, la belle-fille puis le petit-fils, écoute, son gêné d'elle, c'est épouvantable. Mais un jour, son ami lui offre une hearing trumpet, c'est un cornet acoustique, et c'est chic, et oh, c'est chic. Oh, ok! Avec ce cornet-là, elle va pouvoir décider d'entendre certaines choses et elle réalise qu'ils veulent l'envoyer en maison de retraite. Ils vont l'envoyer en maison de retraite, mais quelle maison de retraite? Écoutez, c'est vraiment drôle. T'arrives, c'est un couple hyper traditionnaliste, hyper chrétien qui mène tout ça. Ils veulent faire des personnes âgées des meilleures personnes. T'sais. Ils sont rendus à 92 ans, comme s'il n'y avait rien que ça à faire. Mais là-dedans, c'est un genre de château médiéval. Il y en a qui habitent dans une botte, d'autres dans un champignon. Notre personnage principal, elle habite dans un phare. Décidément, je vais garder mes mains cachées parce que je fais juste des niaiseries. Et on a les réflexions de notre personnage principal qui sont complètement barrées. Elle a une façon de voir les choses. Oh mon Dieu! À date, j'adore et je sens qu'on va parler d'une critique de société, entre autres du traitement des personnes âgées, des femmes âgées parce qu'elles sont rapidement inutiles, gênantes, voire même un fardeau, surtout quand elles n'ont pas trop de sous, elles perdent tout pouvoir sur leur vie. Je pense qu'on va aller vers ça. J'aime beaucoup à date.
Bon, mon dos que mes cheveux ont de la statique. Wouhou, faudrait que je me passe du bounce dans la tête. Là. Oui, je fais ça des fois, c'est mal. J'ai terminé The Hearing Trumpet et ma foi, j'ai aimé ça. C'est fou, j'ai adoré ce roman-là. C'est complètement déjanté. On voit que c'est une peintre surréaliste, clairement. Et surtout, c'est un truc féministe, anarchique, qui fait des énormes grimaces au patriarcat et à la religion en général. J'ai tripé. C'est fou. C'est complètement fou. Ça va n'importe où. Au début, ça se tient. Puis on arrive au milieu où notre personnage principal va se faire remettre un récit, celui d'une mystérieuse bonne sœur. En fait, cette bonne sœur-là, dont je me rappelle plus le nom, mais il est long, il y a un portrait dans la salle à manger et elle est vraiment attirée par cette bonne sœur-là qui a l'air un petit peu machiavélique et qui semble faire un clin d'œil. Il va avoir le récit de sa vie et en effet, oh, c'était quelqu'un, cette femme-là. Et à partir de là, c'est bourré de références. Je pense pas les avoir toutes comprises, mais on a des références à la mythologie, aux contes et légendes, aux évangiles gnostiques, à la religion, à tout. Il y a plein de trucs, il y a plein de figures mythiques là-dedans. C'est réinventé, réarrangé. Ah, mon Dieu, c'est fou. J'ai adoré ça. On a la mystérieuse déesse dans tout ça. Oui, on cherche le Graal aussi. Oui, il y a ça. Et finalement, on réalise qu'on nous raconte l'histoire d'une vieille dame qui voulait aller en Laponie et peut-être qu'elle va la visiter finalement, ou peut-être pas, mais on verra. J'ai aimé ça, c'est fou. Ça plaira vraiment pas à tout le monde. J'ai des amis là au milieu, dans la partie du manuscrit, ils ont trouvé ça long. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça complètement trop. Pas moi. Moi, c'est mon truc. J'aime. Merci, Paper Palace. Ah oui, je reviens parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit dans le premier clip. J'ai choisi de le lire non seulement parce que c'était un choix de Paper Palace, mais depuis les 2 dernières semaines, je l'ai croisé dans 2 autres ouvrages que j'ai lus, Leonora Carrington. Je me suis dit que c'était un signe, je connaissais ses œuvres, je savais pas du tout qu'elle écrivait, donc oui, voilà, je suis super contente, c'est ça. Ensuite, nous allons y aller avec mon amie Lisa, qui a toujours plein de choix très, très intéressants. Donc, ce que j'avais repéré, c'était Abondance, L'incendie de Choplin et Les silences de Brunetti. Maintenant, c'est n'importe quoi. On va voir ce que j'ai choisi. Les naufragés du Wager. C'est l'histoire, en fait, tout simplement, c'est l'histoire vraie d'un navire de la flotte de Sa Majesté qui était allé aux trousses d'un galion espagnol pour, en fait, piquer la cale, piquer le trésor dans la cale, et qui va faire un naufrage. Et ils vont réapparaître au Brésil, etc., quelques longs mois plus tard. C'est écrit finement, c'est intelligent, c'est détaillé. C'est un véritable journal de bord. Là, c'est clair. Vous avez la meilleure preuve possible que je suis la championne pour m'opposer à moi-même. En fait, dans la liste de Lisa au départ, j'avais sélectionné 4 ouvrages, dont celui-là. Mais à la fin, j'ai été beaucoup trop paresseuse pour changer mon template. J'ai dit, OK, je vais en laisser un de côté. Puis je me suis dit, de la non-fiction, non, c'est sûr que je vais pas lire ça. Donc, j'avais pris celui-là, puis je l'avais mis de côté, mais il m'a sauté dans les mains. Donc, c'est lui que j'ai lu. Faut pas se poser de questions. Mais comme je l'ai lu en une fin de semaine où je n'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu faire des updates, je vais faire pas un vlog, mais un bilan du livre au complet. Donc, c'est de la non-fiction, ça parle d'une histoire vraie, c'est le HMS, je ne sais jamais, Wager, qui a fait naufrage tout près du Chili en 1741. Dans ce livre-là, on va nous raconter pourquoi le navire était parti, c'était quoi la mission globale, c'est-à-dire aller dérouiller des Espagnols pour voler de l'or. Et pour ça, il devait passer le Cape Horn, qui est l'un des caps les plus difficiles à passer de la Terre, surtout à cette époque-là. Maintenant, je le sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment pas évident à ce moment-là. Ils manquent leur coup, il y a plusieurs bateaux qui font naufrage, il y en a d'autres qui continuent devant, et eux, ben, ils vont devenir célèbres parce que certaines personnes vont revenir, mais ils reviennent pas toutes en même temps. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu une mutinerie? Et c'est ça qu'on va nous raconter tout au long du roman, ou du livre, ou de l'ouvrage, bref, de ça. Je dis du roman là parce que ça se lit comme un roman et c'est passionnant. Sincèrement, là, j'ai adoré ma lecture. Je tournais les pages comme si c'était un roman d'aventure. C'est hyper bien fait. Il y a plein de rebondissements. Il y a des revirements de situation, des allégeances qui changent de camp. Et même si on sait comment ça va finir, parce que ça se passe il y a 3 siècles, là, c'est assez clair qu'on sait comment ça va finir. Puis là, ils sont tous morts actuellement. Ben, il réussit à nous tenir en haleine avec toute cette histoire-là.
Est-ce qu'ils vont survivre sur l'île? Comment ils vont s'organiser? Ils vont rencontrer des Autochtones. Ils sont tellement xénophobes. Ils se pensent tellement les maîtres de l'univers. C'est épouvantable. On a ici une narration qui est très documentée, mais malgré tout, c'est enlevant, c'est précis. C'est comment ça peut pas être intéressant? 30 hommes sur une île déserte avec des tempêtes et des problèmes qui arrivent, et en plus des mutineries, parce que ça ressemble pas mal à ça. Tu sais, vous savez, quand la première gang va arriver en Angleterre, c'est un peu des héros, mais après, la deuxième gang va arriver, il va dire « Oh, oh, mais là, ils se sont mutinés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » Et chacun va réécrire l'histoire un peu à sa façon. L'auteur ici essaie de voir qu'est-ce qui a pu se passer, mais bien entendu, c'est son interprétation. C'est un récit qui est intelligent, terriblement romanesque, c'est intéressant, ça donne envie de découvrir sur l'époque, mais quand on regarde ça avec du recul, on se dit, mon Dieu, les buts, ça avait aucun bon sens, mais pourquoi risquer la mort des hommes pour ça? L'attitude des gens, le colonialisme, ça traite de tout plein de choses. J'ai vraiment aimé ça. Je suis étonnée moi-même d'avoir autant aimé ça. On passe à Cornelius. Oui, je sais, encore Cornelius, mais c'est parce que la dernière fois, j'avais pas tant aimé ce que j'avais lu. Fait qu'il fallait que je lise quelque chose d'autre. Donc, je me suis permis de choisir un autre de ses favoris. Et voilà ce que c'est, et voilà ce que j'en ai pensé. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Ça m'a ruiné. Vraiment, ça m'a ruiné. J'ai tellement pleuré. Ça m'a énormément parlé. J'ai trouvé ça très beau. C'est un texte qui parle de tellement de choses, qui parle d'amour, de haine, de famille, de tolérance. Il y a toute une partie qui va aussi parler de l'acceptation, de la non-acceptation de son homosexualité. Donc, je viens de commencer L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. En fait, j'étais trop déçue de ne pas avoir adhéré plus que ça à l'autre roman qu'avait choisi Cornelius, donc il a fallu que j'en lise un autre et j'ai choisi celui-là parce que j'avais beaucoup aimé Betty de Tiffany McDaniel, donc il fallait que j'en essaie un autre. De toute façon, j'allais le lire, c'était l'occasion parfaite. Pourquoi je me justifie? C'est moi qui choisis mon propre challenge, est-ce que j'en fais, n'est-ce pas? On se retrouve donc encore dans la petite ville de Bradford, en Ohio, et c'est la même petite ville où se déroulait l'histoire de Betty, sauf que cette fois, on est à l'été 1984, un été qui, j'imagine, va changer la vie du personnage principal. En fait, le père du narrateur, il est procureur général, lui, il a foi en la loi, et un jour, pour je sais plus trop quelle raison, il décide de publier dans le journal un petit encart, « Cherche le diable, si vous êtes le diable, venez me voir à Bradford, Ohio. » Et le lendemain, imaginez-vous que le diable va arriver. Un jeune garçon noir de 13 ans qui dit s'appeler Sal et qui mentionne être le diable. À l'heure actuelle, j'en suis là. J'ai pas encore décidé s'il y avait du fantastique ou pas là-dedans. C'est super particulier, mais j'aime la plume. On sent cette chaleur-là parce qu'on est dans une canicule épouvantable. Tout est en train de fondre. Et on voit déjà qu'il y a des personnages qui voient pas nécessairement d'un bon œil l'arrivée du diable, n'est-ce pas? Donc, où est-ce que ça va aller? Je le sais pas. Je vous reprends plus tard. Je viens de réaliser que je ne vous ai pas parlé de ma vision finale de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel et je réalise aussi que je ne sais absolument plus ce que je vous en ai dit lors du premier clip et que je ne sais pas plus là où j'en étais. Donc, vous avez donc ici un avis final. Si j'ai à comparer avec Betty, j'ai préféré Betty. En fait, le personnage du papa dans Betty, il était tellement venu me chercher, c'est tellement un beau personnage qu'on dirait que ça avait été le petit plus. Ici, on a un personnage de père qui est extrêmement intéressant aussi, qui est peut-être moins attachant, mais qui a des croyances et qui s'y tient. C'est un roman qui est extrêmement dur. Ça parle de peur de la différence, ça parle de xénophobie, ça parle de racisme, d'homophobie également. On est dans les années 80. Le sida commence à pointer le bout de son nez, les gens ont peur. Ils sont même pas gênés, là. C'est comme out there, tous les jugements, on se permet absolument n'importe quoi, limite que c'est cool. Tu sais, il va y avoir des croisades contre un personnage et personne ne va rien faire. Nous, comme lecteurs, là, on voit le truc venir, là. On dit ça s'en va là et on regarde ça aller, puis c'est un roman qui est extrêmement difficile et on voit que pour le personnage principal qui nous raconte ça plusieurs années plus tard, que ça l'a complètement bouleversé, que ça l'a complètement changé et qu'il ne s'est jamais remis de ce fameux été, l'été de la canicule, l'été où tout a fondu.
Bref, cette vague de chaleur-là, ça va être un catalyseur pour tous les types de violences possibles. Les gens vont tout oser. C'est une écriture qui vient nous chercher. Oui, ça fait beaucoup. Oui, j'avoue que ça fait beaucoup. Mais si on pense à tout ce qui se passait et à tout ce qui se passe encore, vous savez quoi? J'ai tendance à trouver que ça pourrait être réaliste. Donc, si vous avez aimé Betty, vous pouvez tenter celui-là. C'est autre chose, c'est le même petit village, mais on est dans une autre époque. Et pourquoi pas, allez-y. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Flowfly, qui avait une liste, mais une liste, c'était incroyable. Il y avait plein de trucs qui me tentaient, plein de trucs que j'avais beaucoup aimé aussi. On a quand même des goûts communs, mine de rien. Dans sa liste, j'avais repéré Mr. Loverman de Bernardine Evaristo, Le quatrième mur de Sorge Chalandon, Du thé pour les fantômes, ça sera pas ça vu que je l'ai lu tantôt, ainsi que Les vilaines de Sosa Villada. Qu'ai-je choisi, croyez-vous? Le quatrième mur, c'est un texte qui abat le quatrième mur. Non, c'est un texte qui nous parle de théâtre et de théâtre au Moyen-Orient. Une pièce de théâtre qui va réunir des chrétiens, des juifs et des musulmans en plein conflit, en pleine guerre de religion dans le théâtre du Moyen-Orient qui est un peu la poudrière mondiale. Donc c'était hyper fort évidemment parce que voilà, on est avec tous ces personnages, il y a quand même une galerie de personnages assez importante d'horizons et de religions différentes qui vont devoir travailler ensemble et en tout cas essayer de mettre de côté leurs différends et les différends de leur peuple. Je viens donc de commencer Le quatrième mur de Sorge Chalandon. On a l'air d'être dans un truc qui est pas autobiographique, encore une fois, dans ce roman-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai autant aimé ses romans qui étaient plus autobiographiques que celui qui parle de son père, également celui qui parle de Mon traître, en fait. Ça, c'est des choses qui le touchaient lui personnellement. J'avais aimé ça et j'ai lu aussi, il n'y a pas si longtemps, son dernier, L'Enragé, qui lui n'est pas du tout autobiographique, mais qui nous raconte l'évasion de prison de jeunes prisonniers. En fait, c'était supposé être une colonie, mais finalement, c'était un peu une prison et on allait à la chasse à l'enfant suite à cette évasion-là. J'ai bien aimé ça, je pense que je vous en parle dans mon bilan lecture de février, me semble. Cette fois-là, on s'en va encore ailleurs. On est avec un personnage principal qui a un grand ami qui s'appelle Sam. Il réalise que Sam ne va pas bien et Sam, lui, il lui fait une demande avant de mourir. Il dit, écoute, moi, mon rêve, c'était de monter Antigone d'Anouilh au Liban, à Beyrouth. On est dans les années 80, on est en 1982. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Liban vont voir que ça peut pas super bien se passer. Il dit, moi, je peux pas y aller. Peux-tu y aller pour moi? Et là, j'en suis là. Il se prépare à partir au Liban. Habituellement, avec cet auteur-là, on est dans des récits qui sont assez durs. Là, on n'est pas nécessairement là-dedans. En fait, on ne doit pas être encore là-dedans. Parce que si on pense à Beyrouth, années 80, je suis pas mal sûre qu'il va y avoir des horreurs. Mais là, ça parle du théâtre, ça parle de faire la paix pendant 2 heures, pendant cette représentation-là, parce qu'il veut réunir sur scène des gens des différentes factions qui se battent pour monter Antigone. C'est assez calme pour le moment et je me demande où est-ce que ça va s'en aller, mais j'ai peur un peu, tu sais, j'ai peur. J'aime encore la plume, mais là, je suis pas encore dans le moment où je suis super passionnée, je suis super prise par l'histoire parce qu'on est vraiment en train de jeter les bases, puis ça prend un petit moment. Fait que je vous reviens là-dessus. J'ai terminé Le quatrième mur. Je pense que je vous avais dit que c'était pas encore dramatique au début, là. Ok, je change d'idée, je change d'idée. C'est ouf que c'est dur comme roman. C'est extrêmement difficile de parler d'où le roman s'en va sans trop révéler de choses sur l'intrigue. Mais si on regarde, on part d'Antigone de Jean Anouilh qui est une tragédie. Et tout ça, ça va se faire un peu écho dans l'histoire de notre personnage principal qui s'appelle Georges et qui débarque au Liban comme ça en pensant que tout va être simple et qui se retrouve dans une guerre qu'il ne comprend pas. Et veut pas avec ce qui se passe actuellement dans le monde, en Israël, en Palestine. C'est pas au même endroit, mais il y a des choses qui reviennent. Sauf que là, je pense qu'il y a encore plus de factions et ça se tue dans les rues et c'est pas simple, tu peux pas sortir, c'est dangereux d'aller un peu partout. Et juste l'idée de monter Antigone à l'endroit où ils veulent monter Antigone, c'est une idée qui est complètement utopique en fait. Bref, notre personnage principal va voir des choses qu'il aurait peut-être pas dû voir. Il va être profondément marqué et je vais vous laisser avec ça parce que c'est difficile de continuer sans trop en dire. Par contre, les questions que ça pose, c'est quand on a vu l'horreur, quand on a vu des choses qu'on devrait pas voir, on s'entend, il y a des civils qui meurent, il y a des enfants qui meurent, des massacres qui sont faits au nom de choses qu'on comprend peut-être pas. Encore une fois, ça nous rappelle des trucs qui se passent actuellement.
Et lui, comme c'est un étranger, ben, il a l'occasion de pouvoir partir de là, mais quand tu sors de ça et que tu reviens dans ton quotidien, comment on va gérer le quotidien? Comment on peut attacher de l'importance aux petites plaintes du quotidien qui nous semblent tellement rien comparé à ce qu'on vient de voir? Donc, qu'est-ce qui reste après? Comment on fait pour que les choses qui étaient tout au monde avant reprennent leur importance? Ça traite de ces questions-là. Et dans la pièce, Georges, notre personnage principal, doit être le cœur, doit être celui qui parle au public, celui qui brise le quatrième mur, dont le titre du roman. Et vous allez voir que ça a tout plein de sens dans cette histoire-là. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est marquant, c'est dur, il y a tout plein de trigger warning là-dedans, là. Tout plein. Et moi, jamais j'aurais pensé que l'auteur irait aussi loin dans ses choix narratifs, dans ses choix au sujet de l'intrigue. C'est un roman que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, que je recommande, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Ça m'a fait également m'informer sur la guerre qu'il y a eu au Liban, parce que je dois vous avouer qu'à part l'expression « c'est Beyrouth », je savais pas vraiment qu'est-ce qui avait pu se passer et quels étaient les tenants et aboutissants. Je dirais pas que je comprends encore, mais quand on lit ce roman-là, ça nous donne quand même une petite idée, une toute petite idée de la réalité des gens qui vivaient là et comment ils ont pu accepter l'inacceptable. En tout cas, c'est très très bien, c'est excellent. Alors voilà, c'était tout pour ce semi-vlog parce que je suis toujours assise ici et maintenant j'ai besoin de votre avis. Les Français ont-ils bon goût? Je pense que oui. Je pense que j'ai fait de très très bonnes lectures avec ces vlogs-là. En fait, j'ai une très très bonne année de lecture en 2024, de façon générale. Dans ma liste initiale, j'avais également fait une petite sélection chez Nabolita et chez Hérisson. J'ai lu un roman de chacune des deux. Je vais vous en parler dans mon bilan du mois de mai parce que je les ai lus en mai. Puis comme je vous dis, c'était trop long. C'était donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, vous pouvez la liker ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Je publie des vidéos des fois aux 2 semaines. Je sais. Ouais, je sais. Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre un petit emoji qui a rapport avec Super Mario Bros. Ou n'importe quel jeu vidéo, genre un truc qui a rapport avec les jeux vidéo. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les commentaires parce que j'aime parler de livres, j'aime discourir à propos de livres, j'aime échanger, j'aime m'obstiner à propos de livres. Donc, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous tentent? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées, que vous avez détestées, que vous soyez d'accord ou pas avec moi? Parlez-moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!